Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes contents que vous soyez venus si nombreux au MAS pour écouter la conférence de Roger Guillaume, un érudit. Alors, un érudit, regardez-le bien parce que y en a de moins en moins. Et je serai de vous, je le conserverai dans une vitrine parce que ça va se faire rare et donc la cote va monter. J'ai rencontré Roger Guillaume il y a peu à une terrasse de café pour boire un café, mais pas que, encore que le café fut agréable, mais pour faire une vidéo de présentation pour le site L'Archipel Contre-Attaque, qui suit en général ce que fait le Laurier et l'Olivier dans ses aventures, pour qu'il me dise comment il allait résumer en 1 heure plus les questions, 1h30 donc, un tour de force, parce que c'est un Hercule de foire de la pensée. Donc, une civilisation qui a commencé en moins 753, le 21 avril, nous dit-on, hashtag Rémus et Romulus, la Louve, tout ça, et la chute de l'Empire romain d'Orient, donc des Grecs, finalement, par les Turcs, 1453, c'est toujours pour ça qu'il y a une vieille animosité entre eux, pas que pour la feta. Donc c'est un tour de force, puisque en gros c'est plus de 1700 ans dont il va nous parler en 1 heure. Donc je serai vous, j'accrocherai mes ceintures, hein, comme pour les avions, je me prendrai une dose d'oxygène, va y avoir du sexe, de la baston, des empoisonnements, de la politique. Oui. Voilà, c'est à toi Roger Guillaume de nous raconter l'histoire de l'Empire romain. Et la République. Merci Nicolas. Donc, comme le disait Umberto Eco qui nous a quittés la semaine dernière, le grand écrivain italien, vous vous souvenez, Le nom de la rose, Le pendule de Foucault, et puis d'autres, il a une phrase qui me plaît bien. Les gens sont fatigués des choses simples. Ils ont maintenant besoin d'être mis au défi. C'est vrai que nous avons vécu une période de grande simplification. Mais rien n'est simple, tout est compliqué. Donc, je vais donc vous présenter simplement des événements complexes. Et nous allons survoler 2 millénaires, comme l'a dit Nicolas. Donc j'avais fait un petit mot pour saluer particulièrement M. Henri Frigoul, mais il n'est pas encore là, donc on verra ça plus tard. Parce que M. Frigoul n'est pas là, c'est mon camarade du club des cartes postales du Roussillon, depuis 20 ans. Mais nous allons avoir un invité supplémentaire. Ceci, vous voyez, ce n'est pas un étui à lunettes. C'est un cercueil. C'est le cercueil d'un personnage célèbre qui sera parmi nous quelques minutes ce soir. C'est le cercueil de Jules César. Le voilà, il est là. Je l'ai rencontré il y a quelques années à Saint-Lizier, à côté de Saint-Giron, à Saint-Lizier, vieille ville romaine. Donc je le laisse là pour quelques instants. Et bon, on peut lui dire, Ave César, audituri te salutant. Ceux qui vont écouter te saluent. Voilà. Hein? Vous avez intérêt à écouter. Et quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'il ressemblait à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la salle qui ressemble à Jules César. Je lui dirai lors du lunch. Donc, Julius, nous sommes des très lointains descendants, et nous sommes à quelques centaines de mètres d'une cité latine que tu as fondée, la cité de Rusino. Tu l'as fondée en moins 50. Et tu lui as donné le statut de ville latine. Donc une ville qui se trouvait... Oh, Henri, tu as ta place ici, à Sécuguette. Ah, bonjour. Bonsoir tout le monde. Voilà, au premier rang. Donc,
C'est Henri Frigoul qui vient de nous rejoindre avec son épouse Huguette. Et Henri Frigoul est un de mes compagnons de route du club des cartes postales, le club cartophile catalan. C'est un écrivain également, puisqu'il a écrit une saga, une trilogie sur Jean le Territorial de la guerre des 14-18, plus un très beau livre illustré sur la traite négrière en Amérique. Voilà. Donc, bienvenue parmi nous. On fait que commencer. Je présentais Jules César, qui est venu tout près ici, à Rusino, et il a donné le statut de cité latine parce que Rusino était un point sur la route entre Narbonne et Elne, Illibéris. Vous voyez, et après cette route, Narbo, Rusino, Illibéris, franchissait les Pyrénées au col de Panissard, au-dessus du Pertus. Et voilà. Donc on va lui demander si dans son tombeau il a gardé un peu la mémoire du temps, ou s'il a pu la garder. Alors si je lui demande en quelle année nous sommes, ben, il me répond, nous sommes en 2768. Si je lui demande quel jour et quel mois nous sommes, là c'est encore plus bizarre, il répond, nous sommes le 6 des calendes de mars. Le 6 des calendes de mars. Et nous sommes pourtant le 25 février. Et puis s'il lui répond à quelle heure nous sommes, il va me répondre à la 3e heure de la nuit. Alors comme nous allons parler depuis ce qui s'est passé, en particulier lui qui a été assassiné en plein Sénat par quelques mauvais compagnons, parmi lesquels son fils Brutus, et puis ce que je vais dire lui ferait trop de peine, donc on va le remettre dans son tombeau pour l'instant, pour pas qu'il entende la suite, ce qui s'est passé après sa mort. Donc, le déclin et la chute de l'Empire romain. Paul Valéry, en 1919, après la Grande Guerre, a dit une phrase qui m'a beaucoup touché, mais j'étais pas présent encore. Hein. Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. Comme vous le savez, pour certains, je me passionne depuis toujours, depuis mon enfance, pour les inscriptions encore visibles que l'histoire a laissées sur les murs de nos villes et de nos campagnes. Et c'est ainsi que tout à l'heure, j'étais avec Jean-François, il m'a dit du village où il habitait, je lui ai dit, il y a une grande inscription d'1 mètre carré, et il m'a dit, c'est ma maison, vous voyez? Donc ça se passe comme ça. Mais depuis 30 ans, je m'interroge aussi sur les grandes civilisations, sur leur cycle de vie et de disparition. Maintenant, je suis persuadé que les civilisations naissent, se développent, prospèrent, déclinent, puis disparaissent. Quitte après cette disparition à renaître, ou alors à essaimer ailleurs. C'est cette réflexion que je vais m'attacher à vous faire partager. Rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver de dates. Pratiquement, il n'y aura que les dates qui sont sur le document. Sur ce document, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est le plan un peu de Rome et puis de Constantinople. Et puis c'est tout. Et surtout, ce qui est intéressant, sur ce document, il y a quelques visages, celui d'Auguste, celui de Constantin et celui d'Irène. Et puis au fond, il y a une carte qui nous montre l'Empire romain au maximum de son expansion. Voilà. Avant toute chose, je voudrais appuyer sur une évidence qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut voir ces hommes et ces femmes du passé comme nos semblables, exactement pareils à nous, et non pas comme des ectoplasmes sortis des livres d'histoire ou des tableaux des musées. Vous avez compris depuis longtemps que les Égyptiens ne marchaient pas de profil. Hein? Et bien tout est à l'avenant. C'était des gens comme nous, exactement comme nous. Et comme nous, ils étaient persuadés de vivre dans la modernité la plus aboutie. Ils étaient les plus modernes qu'il n'ait jamais existé.
Et ils percevaient les hommes et les femmes de leur passé comme des brouillons d'un livre dont eux, ils étaient la finalité. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce qui était arrivé de calamiteux à ces lointains ancêtres, il est hors de question que ça leur arrive à eux. Eux qui pensaient être les représentants d'un monde fini. Voilà. Lorsqu'une civilisation disparaît plus ou moins brutalement, soit en s'effondrant d'un coup, soit en s'effaçant peu à peu, nous verrons que pour les deux empires romains, l'effondrement a duré quand même un siècle et demi. Un siècle et demi d'effondrement où on ne se fera pas tomber, comme quand on tombe du 18e étage, hein, et puis c'est à la fin qu'il y a la chute. Voilà. Et pour l'empire romain de Constantinople, ça a été la même chose. À peu près un siècle de chute. À titre d'exemple, ces civilisations qui sont perdues, qui sont battues, la civilisation conquérante va dès lors peupler leur territoire de ses propres ressortissants. Il va peupler les territoires de ses propres ressortissants, soit d'un seul coup, mais c'est assez rare. Il y a plutôt un remplacement progressif. Et la population autochtone n'est pas systématiquement exterminée. Elle n'est pas exterminée. C'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce que la civilisation autochtone peut pendant quelques décennies continuer sous les ordres des conquérants à faire fonctionner la société. Mais elle doit être assimilée soit par un assujettissement, ils vont continuer à être là, à travailler, mais comme des diminués, soit un peu plus en douceur. Alors je vais vous lire les consignes données par quelqu'un à une époque donnée pour dire comment on fait une assimilation en douceur entre guillemets. Et après je vous dirai de qui c'est. Chasser de la ville le plus que l'on pourra, en renouveler la population ou tout au moins l'affaiblir de manière que, avec peu de soldats, on puisse y dominer. Mettre dehors les nobles qui se sont armés contre nous et donner leurs biens à ceux que vous jugerez les plus aigres, ce qui sera un garant du soin qu'ils mettront à empêcher le retour des propriétaires. Éloigner les moines actuels et peupler les monastères d'autres moines, enlever à l'évêque son siège et aux autres ecclésiastiques leurs bénéfices, dans le sens de leur rente. Priver les consuls de leur autorité et de leurs attributions. Et la fin, faire piller par le menu peuple les maisons des gens que l'on chasse. Eh bien, est-ce que vous avez une idée de qui c'est? Eh bien, ça nous concerne. C'est les consignes données le 25 mars 1475 par Louis XI à son représentant, le lendemain de la capitulation de Perpignan, qui entraînera sa première occupation de 18 ans. Il y a eu une première occupation des Français de 18 ans, pendant lesquelles les Français ont construit la petite porte Notre-Dame contre le Castillet, qui est donc du XVe siècle. Avant qu'il y ait l'occupation définitive de 1642, quand Perpignan a été conquis par les Français, et notamment par D'Artagnan et quelques mousquetaires. Donc, après avoir évoqué rapidement la disparition mythique de l'Atlantide, puis les chutes bien réelles de l'Égypte, moins 332, et de la Grèce, moins 146, on se rapproche. Je concentrerai mon exposé sur deux événements de l'histoire que j'estime majeurs et porteurs de sens, le destin et la chute de l'Empire romain d'Occident, 5e siècle de notre ère, et le déclin et la chute de l'Empire romain d'Orient, 15e siècle. Préambule sur la chute de l'Atlantide, de l'Égypte et de la Grèce.
Depuis Platon au 5e siècle, avant notre ère, une civilisation perdue symbolise toutes les civilisations perdues, c'est l'Atlantide. Sa localisation a donné lieu à bien des controverses, mais Platon disait au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar actuel, qu'on appelait comme ça, mais d'autres le situent en Scandinavie, d'autres carrément en Méditerranée, font une confusion avec le volcan de Santorin, etc., etc. Bon, supposons que ce soit au-delà des colonnes d'Hercule, dans les Açores, ou pourquoi pas dans le golfe du Mexique. Tout est possible. Cette civilisation était très avancée sur le plan de la technologie. Et en particulier, elle possédait un métal précieux, sorte d'aluminium aurifié, qui s'appelait l'orichalque. Ça, c'est Platon qui le dit. Et elle aurait disparu à peu près 10 000 ans avant notre ère, donc il y a 12 000 ans. Et elle était minée de l'intérieur par des dissensions intestines. Vous verrez, c'est souvent comme ça, il y a des problèmes à l'intérieur. Et puis à la fin, il y a eu un engloutissement. Parce que d'après ce que dit Platon, c'était un archipel. Mais un archipel fait d'une façon géométrique, avec l'île centrale, des îles autour, etc., etc. Bon. Et les survivants de l'Atlantide se seraient implantés dans le Maghreb actuel et auraient ensuite étaient éduqués les ancêtres des Égyptiens. Les ancêtres avant qu'on parle d'Égyptiens. En tout cas, pourquoi vous en avoir parlé d'un sujet aussi controversé alors que je vais vous parler de chute de civilisation bien réelle? Et c'est parce que dans l'Atlantide, on retrouve déjà beaucoup d'éléments qui ont fait chuter les grandes civilisations. Toujours pareil, enrichissement facile, souvent sur le dos d'autres civilisations, luttes intestines, opulence, décadence. Et supposons que l'Atlantide ne soit qu'un mythe, comme celui de la caverne, qui est un mythe, mais on a bien compris ce que ça voulait dire le mythe de la caverne. Eh bien là, que voulait dire Platon en nous parlant de l'Atlantide, qui serait un mythe? Il voulait nous dire que les civilisations, et sa civilisation grecque, était mortelle. Et elle est morte. On verra comment. Dans le cas de l'Égypte et de la Grèce, il n'y a pas de cataclysme de la nature, mais convoitise des peuples étrangers. La civilisation égyptienne est restée pour nous, et pour les archéologues actuels, un mystère jusqu'à moins 2800. Ils ont beau fouiller, chercher, bon, tant qu'ils ne fouilleront pas à l'intérieur des pattes du sphinx, à mon sens, ils ne trouveront pas. Mais le gouvernement égyptien ne veut pas le faire. Donc, moins 2800, c'est là qu'on voit naître les 30 dynasties qui vont s'égrener jusqu'à moins 332. Donc, il y a 2500 d'Égypte ancienne connue. Vous me direz, moins 332, c'est plus l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte, mais c'est plus les Égyptiens. C'est Alexandre le Grand qui conquiert l'Égypte et qui installe en Égypte une dynastie grecque. Ça ne les empêche pas de s'habiller comme des Égyptiens. Les Lagides, dont la dernière représentante sera Cléopâtre en moins 30. Donc Cléopâtre, c'est pas Néfertiti, c'est pas une Égyptienne, c'est une Grecque. Voilà. Jusqu'à moins 30. Pourquoi? Parce qu'en moins 30, vous savez que Cléopâtre et l'Égypte sont conquis par Octave et Antoine, et puis il y a son suicide, etc. Donc l'Égypte devient romaine en moins 30. En 395, elle va devenir byzantine, parce que vous comprenez déjà qu'en 395, Rome lui-même est complètement chaos. Et en 642, l'Égypte devient arabe pour toujours.
La Grèce. La Grèce, elle entre dans l'histoire plus ou moins autour de moins 900, dans le droit fil des civilisations plus anciennes, la civilisation mycénienne sur le continent grec et la civilisation minoenne en Crète, du roi Minos. Bon, vous savez, c'est le berceau de la démocratie, des arts, de la philosophie. Le problème, c'est que ça n'a jamais été un État. Il y avait 12 cités-États qui se faisaient la guerre entre elles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en moins 146, les Romains, qui étaient déjà bien avancés, qui étaient structurés, militarisés, etc., vainquent facilement ces Grecs qui étaient plutôt philosophes et artistes. Et là, il faut une assimilation, les Romains, vraiment en douceur. Mais là, vraie douceur, hein, puisque les deux peuples se confondent, mais c'est les Romains qui commandent. En 395, ça sera les Byzantins. Et puis en 1453, quand Byzance va chuter, ça sera les Turcs ottomans. Jusqu'en 1831. Ça veut dire que ce n'est qu'en 1831 que la Grèce redevient un État libéré des Turcs. 1831, c'est près. On a des grands-parents qui sont nés au XIXe siècle. Et donc la Grèce serait restée pendant 2000 ans sous tutelle des Romains, des Byzantins et des Turcs. Et elle a mis 2000 ans à revenir un État, mais elle n'est pas un État, et la Grèce ne sera jamais un État, elle est marquée à vie par ses occupations, et on le voit encore maintenant, toutes les vicissitudes qu'elle traverse. Le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident. Alors vous m'interrompez quand vous voulez, hein, parce que ça ne me dérange pas, au contraire. Donc ce titre vous dit sans doute quelque chose. Il m'a été inspiré par l'œuvre magistrale de Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Ainsi, voyez-vous, il y a 2 exemplaires, dont le total fait 2500 pages. Regardez comment sont écrites les pages. Ça vaut bien 4 pages d'ordinateur, hein. Donc c'est comme si vous aviez 10 000 pages d'ordinateur. Voilà. Alors, ce Gibbon, qui c'est il est de 1737-1794. Il est en plein dans le siècle des Lumières. C'est un écrivain anglais, mais ce n'est pas son métier d'être écrivain. Hein. Disons que c'est un homme qui est nanti, qui est humaniste, grand voyageur et franc-maçon. C'est l'œuvre de sa vie d'Edward Gibbon. C'est l'œuvre de sa vie. Le premier s'écrit La chute de l'Empire romain et l'autre La chute de l'Empire romain byzantin. Et voilà. Donc, en 1983, c'est là que j'ai découvert Gibbon, puisque son œuvre a été rééditée par les éditions bouquins Robert Laffont. Et là, j'ai découvert cet homme, donc ça fait quand même une trentaine d'années. Et ces 2 livres se lisent à la fois comme une chronique journalistique et factuelle au jour le jour. On ouvre une page, on dirait qu'on lit la Bible, parce que c'est incroyable, ça fait à peu près le même effet. Et voilà, il y a à chaque page, vie privée de Mahomet, permanence de sa religion, administration d'Égypte, etc. Il se passe quelque chose. Mais en même temps, en gros, on sent que c'est aussi une chronique d'une fin de vie annoncée au fil des pages. Parce que Gibbon fait remonter les chutes de ces 2 entités beaucoup plus loin que moi. Lui, il estime que 250 ans avant la chute définitive de Rome, c'était cuit. Et pareil pour Byzance. Donc, si on revient à Rome, eh bien, Rome, elle aurait duré 12 siècles de sa fondation mythique, comme l'a dit Nicolas, en moins 753, et pourquoi pas,
c'est une date qui n'est pas si lointaine que ça, à la date retenue pour sa chute, 476. Ouais, retenue pour sa chute, parce que c'est toujours pareil, à la fin, ça c'est tellement... Allez, j'ai employé un mot catalan, esboutragué, que pour savoir quel jour ils étaient morts, quel jour c'était... Ben voilà, donc on dit 476. Pendant les 2 premiers siècles, de moins 753 à moins 500 et quelques, c'est qu'un modeste village d'immigrés dans le Latium, dont la légende dit qu'ils seraient les survivants de la guerre de Troie, menée par Énée, puis Romulus et Rémus. Puis la légende du territoire qu'on peut prendre si on arrive à le couvrir avec une peau de bœuf, et donc on découpe la peau de bœuf qui fait que des millimètres, et ainsi on peut prendre 10 km². Ouais, tout c'est bien. Et donc c'est un peuple belliqueux, vraiment inculte. Et ils ne sont pas seuls, certes, sur cette future Italie, sur ce Latium. Il y a déjà d'autres cultures, des Étrusques, des Sabins, etc. Mais eux, ils sont belliqueux, ce qui fait que petit à petit, ils vont se battre sans arrêt contre des voisins qui sont à 10 km d'eux. Là, on parle de territoire. Prendre aux Sabins. L'enlèvement des Sabines. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'hommes pour procréer, assez de femmes pour procréer. Donc ils ont été piquer les femmes du village voisin. C'est ça l'enlèvement des Sabines. Et la guerre des femmes et du sexe et de la procréation est une guerre qui n'est pas encore terminée à notre époque. Vous le savez, hein? Voilà. Donc, à la fin, ils vont terminer l'asservissement complet de ce que nous appelons l'Italie, mais qui ne s'appelait pas l'Italie, par la conquête sur les Étrusques. Peuple de très très haute civilisation, très raffiné, et toujours pareil, hein, qui s'était un peu avachi. Hein. Vous avez tous en tête ce tableau étrusque d'un homme et une femme couchés sur un lit en train de boire dans une belle coupe, tout ça. Bon. Donc de moins 753 à moins 509, pendant ces 2 siècles où ils occupent le Latium, ils ont une royauté primitive. Ça vaut même pas la peine d'en parler, parce que 7 ou 8 rois vont se succéder, mais des rois pour ne rien faire, et qu'ils ne choisissaient même pas parmi eux, les Romains, parce que déjà les familles romaines se jalousaient entre elles, et ils prenaient, allez, presque un esclave d'une ville d'à côté pour le nommer roi. Donc il y a eu des rois sabins, des rois étrusques, Numa Pompila, des noms comme ça, ben, vous pouvez les retrouver. Hein. Ils ont fixé à moins 753, ils l'ont fixé a posteriori, mais nous aussi, on a fixé l'an 0, en an 500 à peu près, par Dionysius Exiguus, Denis le Petit, qui a fait ça en 500, à Bistodénas. Il s'est trompé de 4 ans pour la naissance du Christ, etc., etc. Et puis de ce fait, il a négligé le calendrier romain et le calendrier juif. Et il a refait un calendrier qui partait à 0. Hein. Bon. Et eux, c'est moins 753 AUC. A-U-C, Ap Urbe Condita. À partir de la création de la ville. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils comptent comme ça. Et tout à l'heure, quand j'ai dit à Jules César que nous étions en 2762, c'est que pour lui faire plaisir, j'ai rajouté les 753. Et je lui ai dit que l'était quand. J'aurais dû dire un an de plus, mais je ne l'ai pas dit. Parce que l'an de plus, ça sera en mars que les Romains changeront d'année. Comme les Juifs changent d'année, là je l'ai dit ici, mais en septembre ou octobre, et que les musulmans changent d'année un autre mois. Et que les francs-maçons changent d'année aussi un autre mois. Voilà, donc. Donc après, c'est la République. Or, la République, moi je considère que c'est l'âge d'or de la République, de Rome, c'est la République, qui va durer, mettons, de moins 500 à moins 30. Donc pratiquement 16 siècles. Et c'est là qu'ils ont tout fait le bien. Rome était dirigée SPQR.
D'ailleurs, c'est écrit sur le feuillet SPQR, ce qui veut dire Senato Populoque Romanorum. Ce sont des ablatifs. C'est par le Sénat et par le peuple des Romains. Hein? Pour ceux qui ont fait latin, ils savent que des fois, au lieu de mettre ET, comme nous, on met un QE, un QE qui s'accroche au deuxième mot. Bon, et là, ils ont fait quelque chose de magnifique parce qu'ils ont conquis autre chose. Au siècle -3, ils conquièrent la Sicile, la Corse et la Sardaigne. C'est pas bien, on dirait, mais déjà, on commence. Au siècle -2, l'Espagne, la Grèce, on l'a vu tout à l'heure, -146, l'Afrique du Nord, l'Asie mineure et notre Gaule narbonnaise. Ça veut dire nos régions actuelles de Marseille et Toulouse. Donc, Rusino. Et au siècle -1, la Crète, Chypre, l'Égypte, on l'a vu tout à l'heure qu'en -30 ils étaient en Égypte, et le reste de la Gaule jusqu'à la partie moyenne de l'Europe centrale, c'est-à-dire le milieu de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, tout ça, et l'Angleterre, la partie qu'appelons là vraiment Angleterre, ça s'arrête au mur d'Adrien, aux confins de l'Écosse. Plus toute la Perse, mais c'est ce que vous avez là. Hein. Quand l'Empire est proclamé en -40 avec Octave, oui, parce que notre ami Julius, il n'a pas été empereur. Il a été le dernier avant les empereurs. Il était, dans le sens romain du terme, dictateur. C'est d'ailleurs pour ça que les sénateurs l'ont exécuté avec son fils propre, Brutus, quand il a dit « Toi aussi, mon fils ?» avant de mourir. Tu fais partie de ce complot. Donc il est dictateur. Bon, c'est pas dictateur comme Hitler, hein. C'est dictateur comme Bonaparte avant d'être Napoléon. Voyez-vous? C'est ça. Donc, pendant 5 siècles, à la suite d'Octave, qui était le fils adoptif de César, dont son vrai fils a participé à son assassinat, et son fils adoptif devient le premier empereur. Et pendant 5 siècles, à peu près de -40 à 476, il y a eu 70 empereurs. Chiffre qui peut paraître important, mais il faut tenir compte des périodes où il y a eu en même temps jusqu'à 4 empereurs. Il y a eu une période, vers le IIIe siècle, qui s'appelait la tétrarchie, où des gens ont commencé à dire il faut séparer Rome de Byzance pour gouverner sur 2 fronts, et il faut en plus que l'empereur ait un adjoint. Alors côté 2 x 2, 4. L'empereur était un Auguste, et son adjoint était un César. Donc ça c'est la fameuse tétrarchie. C'était le début de la fin. Et puis aussi, il y a eu des périodes vers la décadence où des empereurs étaient complètement décadents. Vous avez entendu parler de Caligula, de Caracalla, mais le meilleur, c'est celui de la fin, celui qui a fini Rome en 476. Il se faisait appeler Romulus, pour rappeler le Romulus d'avant, et Augustule, pour montrer qu'il était un petit Auguste. Bon, vous voyez le genre, hein, c'est l'époque où les acteurs sont en toche blanche, grimés en blanc. Ce sont des histrions qui crient sur scène, et vous en avez quelques images dans les films de Fellini, parfois, dans Fellini Roma, etc. Pourquoi Rome s'est effondrée? Eh bien, à mon avis, il y a plusieurs raisons. La première raison, cette expansion va amener à des très grandes richesses agricoles et minières, qui vont faire de Rome un État extrêmement riche. Et peu à peu, le citoyen romain, celui qui avait ce statut officiel, citoyen romain, donc qu'ont eu les habitants de Rusino, il a été dispensé de travailler. Il était protégé,
par un statut, il était nourri et logé. Et pas logé dans des cabanes. À Rome, dans la Rome ancienne, il y avait des HLM qu'on appelait insula, îlot, voilà comment on dit pareil maintenant, un îlot, de 8 étages, et serrés les uns contre les autres, et c'est là qu'habitaient les citoyens romains dans la ville de Rome. Donc le travail était effectué soit dans les pays romanisés, puis après on importait, soit à Rome par des esclaves. Ne pas imaginer les esclaves couverts de chaînes et fouettés, non, des esclaves qui vivaient presque comme les autres, mais qui devaient travailler. Ou alors des affranchis. Affranchis, c'est quand vous aviez été esclave et que vous faisiez un stage d'une dizaine d'années pour devenir un citoyen. Et donc vous travailliez, mais des travaux un peu mieux. Vous pouviez être huissier, notaire, cordonnier et tout ça. Hein. Donc que faisaient les citoyens alors qu'ils ne travaillaient pas? Mais ils étaient tous les clients d'un riche romain. Chaque riche romain avait sa clientèle. Et donc, que faire? Quod deseat populus? Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il demande? Voilà, du pain et des jeux de cirque. Panem et circenses. C'est pour ça qu'ils passaient leur journée au cirque. Deuxième raison, ça c'est une raison économique. Pour garder les frontières d'une si vaste frontière, surtout au nord, le Limès, ça allait goûter, aller d'Anvers à la Roumanie. En traversant l'Allemagne, Tchécoslovaquie, tout ce qu'on veut, vous le voyez sur la carte. Hein. Et comment garder ces frontières? Parce qu'à l'époque déjà se posait le problème des frontières. On devrait dire plutôt, vous vous rendez compte qu'à notre époque se pose encore le problème des frontières. Rien n'est nouveau sous le soleil. Alors, il s'appuyait sur les peuplades situées au-delà des frontières, à quelques kilomètres au nord, pour en faire les vigiles et les gardes-frontières. Les frontières étaient gardées par les peuplades hors frontières. Bon, et comme a dit Rudyard Kipling au XIXe siècle, Rudyard Kipling, qui entre autres choses d'être un grand écrivain, les poèmes vous les connaissez, le livre de la jungle, Kim, la lumière qui s'éteint, Si, la loge mère, eh bien, c'était un penseur, il venait prendre ses bains à Vernet-les-Bains au début du XXe siècle avec sa seconde femme. Il a habité Perpignan aussi un peu, du côté de la Grande Poste, et il a fait des visites dans des cercles spirituels perpignanais. Et bien qu'est-ce qu'il disait? On chasse le loup afghan avec le chien afghan. Ça, il a prononcé ça il y a 80 ans. Mais ces barbares, entre guillemets, qui étaient des Suèves, des Alains, des Huns, des Vandales, qui donneront ensuite le nom à l'Andalousie, des Vandales, des Visigoths et des Ostrogoths, c'est eux qu'on aura affaire, nous surtout, ils étaient tous originaires d'Europe centrale et orientale. Ils avaient parmi eux des élites ambitieuses, qui côtoyaient et enviaient les élites romaines, qui étaient reçues en délégation, qui venaient se faire soigner à Rome. Ainsi, Alaric, prince des Visigoths, qui prit Rome en 410, avait fini ses études à Rome. La troisième raison est à mon sens d'ordre plus éthique. Le christianisme s'est implanté à Rome dès le 1er siècle, mais il était persécuté, vous le savez. Il a été persécuté jusqu'au IIIe siècle, jusqu'à Dioclétien, mais non pas parce qu'il était une religion, parce que les Romains, ils admettaient toutes les religions. Au contraire, ils étaient fiers d'être une académie de religion. Ils voulaient les avoir toutes à Rome. Mais
Le christianisme était dangereux sur le plan de la structure sociologique de Rome. Il remettait en cause la structure de Rome qui était basée sur le conflit, sur la différence de classe et la différence entre les individus. C'est pour ça qu'il a été persécuté. Et puis, à partir de 300, il n'a plus été persécuté parce que, on verra, Constantin a accepté la religion romaine. Mais, entre-temps, cette culture chrétienne, faite, comment dire, de charité, d'humanisme, tout ça, ça a eu pour effet, à mon sens, ça a eu pour effet de déviriliser la société romaine, qui n'était basée que sur le pouvoir et sur la guerre. La quatrième raison et dernière réside, à mon sens, dans le découpage de l'Empire, qui a eu lieu à la fin du IVe siècle. Donc, au début du IVe siècle, donc vers 310-315, l'empereur romain Constantin se rend compte qu'un empire aussi vaste ne peut plus être dirigé depuis un point central qui de plus n'est pas central. Alors, il va, on va le voir ensuite, transférer une deuxième capitale sur la vieille cité et petite cité grecque de Byzance. Et on verra ce qu'il en fait. Eh bien, en 330, c'est officiel, il reste à Rome un empereur, et on commence les empereurs à Constantinople. Et en principe, ils sont encore amis et liés. Mais en 2 décennies, Constantinople va devenir la New York de l'époque. C'est le centre du monde, dans le modernisme le plus abouti. Et au contraire, pour Rome, on entre de plus en plus dans le bas empire, la décadence. Et en 410, la ville subit une première alerte avec le terrible sac de Rome. Sac dans le sens de vandalisme, quoi. Par Alaric, qui avait fait ses études à Rome, qui a sa montagne près de Carcassonne, hein, la montagne d'Alaric, et qui maintenant attaque Rome. Et si on lit ce que pense Alaric dans Gibone, lui, il croit qu'il a raison. Il croit qu'il a raison. Ce n'est pas un vrai barbare, c'est un Visigoth. Les Goths, qui venaient, mettons, de Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, il y avait 2 catégories. Les Visigoths, les Goths sages, visi, avisés, et les Ostrogoths, qui vont aussi entrer en jeu, les Goths brillants. Donc, pendant ce sac de Rome, qui dure que quelques semaines, il s'empare de tout, il s'empare des hommes et des femmes riches, et on va voir qu'il les transforme en esclaves, etc., etc. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Et il s'empare, paraît-il, du trésor que Titus avait piqué en 70 dans le second temple de Jérusalem. Alors, ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que dans ce trésor il y avait l'arche d'alliance ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, il y a de l'or. Et donc, après ce sac de Rome, il s'empare de la Narbonnaise, dans la province romaine, notre province, et il se fixe à Toulouse, où ils vont rester 100 ans, pour ceux qui connaissent Toulouse, là où il y a actuellement l'église de la Dorade. Ils étaient là, sur les bords de la Garonne, et après ils se feront chasser par Clovis, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en Espagne, où ils vont fonder la première dynastie royale espagnole. Donc laissons les Visigoths de côté. Pendant tout le 5e siècle, les Visigoths sont partis. Rome, qui ne se remettra jamais du sac de 410, est menacée à plusieurs reprises. Et Constantinople, qui commerce désormais avec tout l'Orient, s'en fout complètement de Rome. Pour eux, ils passent Rome au profit et perte. Supposez qu'un jour l'Amérique, c'est déjà arrivé dans l'histoire en 1850,
disent on n'en a plus rien à foutre de l'Europe. Nous, par le Pacifique, on est en contact direct avec l'Extrême-Orient. Et ça nous suffit. Et plus on a l'Amérique du Sud. Voilà, système. Hein. Mais Constantinople, il fait ça, à partir de ce moment-là. En 476, la pomme, bientôt, bien pourrie, finit par tomber. Et Romulus Augustule est déposé. Et c'est un ostrogoth nommé Odoacre qui s'empare de la péninsule romaine. Mais il a l'intelligence politique de se soumettre à l'empereur d'Orient. Comme ça, il est tranquille. Et puis, il va faire des choses pas mal, parce que ces Visigoths et Ostrogoths, ce ne sont pas des barbares, ce sont des chrétiens, ariens. C'est-à-dire qui croient à la théorie du bien et du mal. Ils ne croient donc pas non plus à la consubstantialité de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Ce sont des ariens, mais ce ne sont pas des incultes. C'est pour ça qu'à Ravel et compagnie, un peu partout, c'est eux qui créent ces nouvelles églises avec les mosaïques que vous connaissez. Ça, c'est les Ostrogoths.